bonjour, merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie. Nous sommes ravis de vous retrouver puisque nous sommes en direct comme chaque dimanche et lundi de 15h à 16h15 dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on va vraiment vous donner le sourire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer comme on peut de vous sensibiliser, de vous expliquer des choses concernant votre santé, comme le fait à chaque fois Hassan Chmesh, chaque lundi avec ses invités et ses vidéos. Vous le savez, il est là pour parler de votre santé, car votre santé nous intéresse. Et donc aujourd'hui, il s'intéresse justement à un sujet ô combien important, à savoir l'hypertension artérielle. Et vous êtes nombreux à être atteints par cette pathologie, entre guillemets. Je ne sais pas si on dit pathologie concernant l'hypertension artérielle, ce sont mes invités qui vont nous le confirmer ou pas. En tout cas, il en sera question. Nous parlerons des facteurs de risque, mais aussi du traitement. Vous saurez tout, mais vraiment tout, absolument tout, sur l'hypertension artérielle, puisque Hassan Chmesh est bien accompagné, comme d'habitude, par un invité, un spécialiste. Vous allez le voir. Juste après, nous continuerons dans la sensibilisation. Si vous ne le savez pas, eh bien, on vous l'apprend aujourd'hui. L'Association nationale de la protection des consommateurs, l'association El Amen, qui fait énormément d'actions pour justement protéger le consommateur et les consommateurs que nous sommes, lance une campagne sur un sujet dont Hassan Chmesh avait évoqué dans cette rubrique, à savoir les boissons énergisantes. Vous le savez, on est en pleine période des examens, des compositions, il va y avoir le bac, le BEM, et malheureusement, beaucoup de lycéens, de collégiens prennent ces boissons à tort et à travers, et ça c'est très très mauvais pour leur santé. Et justement, cette association qui n'est plus à présenter lance un appel pour les parents, pour ceux qui vendent aussi ces boissons, et on en saura tout à l'heure avec le président Hassan Mnouar, qui est donc président de l'association nationale des consommateurs El Amal. Et nous terminerons avec du cinéma, puisque nous aurons le plaisir de recevoir un invité et pas des moindres, ça je peux vous le garantir. Il est acteur de plusieurs projets et missions en rapport avec le cinéma, professeur à l'Institut national de cinéma, directeur artistique du Festival international de cinéma de Timimoun, conseiller au ministère de la Culture pour le cinéma, expert en politique culturelle. On développera plusieurs sujets en rapport avec le cinéma. Voilà le programme qui vous attend aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue à vous tous. J'espère que vous êtes bien installés et surtout, écoutez bien ce que va vous raconter tout de suite Hassan Chmesh, puisqu'il est question d'hypertension artérielle avec son invité. Bonjour Hassan. Lilia, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Alors un sujet très important que vous choisissez aujourd'hui, comme à chaque fois d'ailleurs. Un véritable problème de santé publique, l'hypertension artérielle. Nous avons célébré la journée mondiale de cette pathologie le 17 mai, le samedi passé. C'est une maladie qui prend de l'ampleur dans notre société, une maladie redoutable. On l'appelle le tueur silencieux. Ouais. Il touche énormément de personnes. Dans le passé, on a enregistré en fait, des personnes âgées qui souffraient de cette maladie. Aujourd'hui, les experts s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent de plus en plus de jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Quels sont les symptômes? Quels sont les facteurs de risque? Nous allons le découvrir, surtout quels sont les traitements. Est-ce que les traitements sont disponibles? Nous avons un invité aujourd'hui, Dr Drayed Salim, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes maître assistant en médecine interne. Tout à fait. Donc, je suis maître assistant en médecine interne ici à Alger et je tiens à vous remercier tout d'abord pour l'invitation et pour du fait que vous vous intéressiez à un sujet hautement important qui est celui de l'hypertension artérielle. Je disais un véritable problème de santé publique. D'abord, docteur Drayed, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Tout simplement, l'hypertension artérielle, c'est tout d'abord, il faut le savoir que c'est une pathologie vasculaire. C'est-à-dire, elle est en rapport avec le passage du sang dans les vaisseaux sanguins. Et il se trouve que une pression normale, c'est-à-dire chez un individu normal qui n'est pas atteint d'hypertension artérielle, il y a une pression artérielle normale comprise en général entre 120 et 140 mm de systolique et entre 70 et 90 de diastolique. Mais quand cette pression au niveau donc, des vaisseaux sanguins augmente de façon anormale, généralement liée à des problèmes vasculaires toujours, ça peut être donc notamment une augmentation de la rigidité artérielle, ce qui va entraîner une augmentation de ces pressions dans le vaisseau sanguin au-delà de 140. Donc de là, vous comprenez déjà la définition d'hypertension, c'est une définition basée sur des chiffres, les chiffres de la tension que l'on prend sur le bras du patient. Alors, je vais vous arrêter juste sur ça. C'est très important ce que je veux dire. Excusez-moi, docteur, parce que tout à l'heure, hors antenne, je vous écoutais parler avec Hassan et vous avez dit quelque chose de très important que j'aimerais que vous le disiez aux téléspectateurs aujourd'hui face à la caméra. Vous avez dit, il y en a beaucoup qui disent « Andé la tension ».
Oui. Alors que ce n'est pas la tension. Non, en fait, j'ai un problème. On a tous une pression artérielle. La pression artérielle, quand elle devient anormale, c'est-à-dire quand ça devient de l'hypertension. C'est-à-dire une augmentation au-delà de la normale de cette tension artérielle qui est censée être normale. Donc cette définition, en fait, de manière plus simple, plus basique, toute personne ayant une pression artérielle supérieure à 140 de systolique, où il y a 14 de systolique et 90 ou bien 9, non, communément on dit plus supérieur à 14,9 pour que les gens, pour faciliter le message aux téléspectateurs. Mais il faut savoir que ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend du moment auquel on mesure la tension artérielle. Parce qu'il y a une différence quand on mesure la tension. Les normes, elles sont différentes. Quand on la mesure à la maison, c'est-à-dire dans des conditions au calme, au repos, chez soi, dans ce cas-là, la norme n'est plus de 140, mais elle est de 135. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pour bien définir l'hypertension artérielle, ça dépendra du moyen utilisé pour le diagnostic. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on ne diagnostique plus l'hypertension artérielle ou bien l'HTA, on ne la diagnostique plus au cabinet médical par une ou deux mesures. Aujourd'hui, les recommandations sont formelles. Pour dire, être certain qu'un patient est hypertendu, on doit tout simplement faire soit une MAPA. C'est quoi la MAPA? C'est avoir un tensiomètre pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'il va mesurer la tension de l'individu pendant 24 heures, ou bien, quand cet appareil n'est pas disponible, ou bien quand la personne n'a pas les moyens d'effectuer cet examen, soit à l'hôpital ou bien dans le privé, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de faire ce qu'on appelle l'automesure à domicile. C'est quoi? On va demander au patient de mesurer sa tension 2 fois le matin et 2 fois le soir, pendant au moins 3-4 jours. Et à partir de là, on verra dans les conditions normales du patient, est-ce que cette tension augmente ou bien elle reste normale. Parce que, pourquoi surtout l'intérêt de cette, vous allez me dire, pourquoi ne pas la mesurer au cabinet puisque vous passez en consultation? Le cabinet aujourd'hui, ou bien la consultation à l'hôpital, ou bien dans le dispensaire, ou bien en médecine du travail, sert au dépistage. C'est-à-dire que quand on prend la tension, surtout en médecine du travail, ou bien en cabinet pour une consultation, on la trouve un peu élevée, on demande au patient de refaire ça à la maison pour être sûr qu'elle est réellement élevée. Parce qu'il y a des patients qui font ce qu'on appelle l'HTA blouse blanche. Comme son nom l'indique, c'est en rapport avec la blouse blanche. Mais en fait, grossièrement, on dit blouse blanche, mais en vérité, c'est en rapport avec le contexte. Quand un patient va chez le médecin, on a tendance à être un peu stressé. Qu'est-ce que le médecin va nous trouver? Quelle est la pathologie qui risque de nous annoncer? C'est ce qui crée chez le patient, avec le stress, avec les hormones justement, donc il y a une augmentation de ces hormones qui vont augmenter cette pression artérielle faussement. C'est-à-dire, c'est juste pendant l'examen. Et nous, si on tenait compte uniquement de cette tension artérielle, on va passer directement à la phase de traitement, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça que la définition de l'HTA aujourd'hui, elle est quand même vraiment précise et très importante. Quelle est la prévalence de cette maladie dans notre société? Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, donc même quand je présente ça même en conférence, c'est qu'aujourd'hui, l'HTA est une pandémie. Ce n'est plus un problème, c'est une véritable pandémie. C'est-à-dire que, pourquoi on dit pandémie? Parce que cette hypertension artérielle touche d'abord tous les pays du monde entier, toute la population, mais du fait aussi que cette pandémie, on parle des chiffres qui sont là, de plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde sont atteintes d'hypertension artérielle. C'est dire ô combien cette hypertension représente un fléau. Sachant que, j'ajouterai au chiffre de 1,3 milliard, qu'environ chaque année, 10 à 11 millions de personnes meurent des conséquences directes de cette hypertension. Et je vous rappelle les chiffres du Covid, je sais pas, c'était hier le Covid. Le Covid a bloqué le monde entier, mais le Covid faisait en moyenne 5 à 6 millions de morts dans le monde. Et là, cette hypertension fait plus. Et pourtant, on n'est pas en train de parler de ça de manière, je dirais, suffisante. Parce que réellement, l'HTA aujourd'hui est un fléau, est un véritable problème de santé publique. C'est comme la grippe. Quand on compare la grippe avec le Covid, la grippe elle tue plus que le... Exactement. Non, mais j'insisterai aussi, pourquoi dans la prévention, c'est pour ça que je vous remercie, et que le fait que Hassan Chemache, déjà, lui en parle souvent, donc à travers ses invités, de l'hypertension artérielle, et on en a déjà même parlé une fois, moi et lui, mais le fait qu'on sait qu'aujourd'hui, sur les sujets hypertendus, puisque ça représente à peu près, donc je vous ai dit 1,3 milliard, sachez qu'environ 44% des sujets hypertendus ne se savent pas hypertendus.
Waouh. Donc vous imaginez que c'est-à-dire que sur la population globale, si on se mettait à faire un dépistage de masse, on découvrirait énormément de patients hypertendus qui ne savent pas hypertendus. On l'appelle d'ailleurs tueur silencieux. Oui, tout à fait. Parce que dans beaucoup de cas, bon, heureusement que ce n'est pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, des gens n'ont aucun symptôme de cette hypertension. Et comment il faut faire alors, dans ce cas-là? D'où l'importance du dépistage. Ah, voilà. Le dépistage. Comment? Eh ben, il faut vraiment miser sur d'abord le dépistage qui doit être vraiment systématique, surtout à partir de 40 ans. Oui. C'est-à-dire il faut faire un check-up, il faut faire... Au-delà de 40 ans, il est recommandé, même selon les dernières recommandations de l'European Society of Cardiology, de l'ESC, ils insistent sur un point qui est celui d'un dépistage annuel de l'hypertension. C'est-à-dire que chaque patient, chaque personne, je ne dirais pas patient, chaque individu normal, que ce soit en médecine du travail, que ce soit lors d'une consultation pour une cause ou une autre chez un médecin, chez le médecin de famille. D'ailleurs, la notion de médecin de famille, je plaide énormément pour qu'il y ait cette notion en Algérie. C'est pour qu'on revienne vraiment je dirais, à cette médecine de base qui est très importante. Qui est très importante, c'est d'avoir un médecin de famille, un médecin qui vous connaît. Et qui médecin du quartier aussi. Médecin du quartier, c'est le médecin de famille, donc qui vous prendra au moins, lors d'une consultation pour n'importe quelle cause, on passe toujours chez le médecin, prendre la tension artérielle. Et c'est le dépistage qui permettra de réduire ce fléau, parce qu'on prendra en charge ces patients. C'est comme faire un bilan, quoi. Le bilan qu'on fait chaque année. Voilà. C'est-à-dire à partir d'un certain âge, et là, à partir de 40 ans, il est bon de prendre une tension artérielle, et même avant 40 ans d'ailleurs, on dit qu'en moyenne, tous les 3 ans, c'est bon de prendre une tension artérielle pour voir un petit peu est-ce que la personne est atteinte d'hypertension ou pas. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Hassan Chemej, vous avez dit dans votre introduction qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui sont touchés par ça. Ces dernières années, on découvre de plus en plus de jeunes. Ah oui, bon, en fait, en matière d'hypertension, je dois parler de quelque chose qui est très important, c'est qu'en matière d'hypertension, on a deux grandes familles, deux grands groupes d'hypertension artérielle. Il y a ce qu'on appelle l'HTA essentiel et il y a ce qu'on appelle l'HTA secondaire. C'est quoi? L'HTA essentielle, généralement, c'est une hypertension pour laquelle on la met sur le compte du fait que la personne prend de l'âge. Il y a un facteur génétique dans 30% des cas environ. Donc, on parlera beaucoup d'HTA essentiel, c'est-à-dire on n'a pas retrouvé de cause. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'HTA secondaire, qui représente 10% de tous ces hypertendus. C'est ce qu'on appelle une HTA donc, secondaire à une pathologie sous-jacente. Et ça se voit beaucoup plus chez le jeune. Donc, quand on a un jeune de moins de 40 ans, il est recommandé, je dis bien il est recommandé, de chercher une HTA secondaire. C'est-à-dire de se dire pourquoi cette personne jeune, qui est censée être en parfaite santé, a de l'hypertension à 30 ans, à 25 ans, à 22 ans. Il ne faut pas, on traite, mais il faut chercher la cause. Et souvent, cette erreur arrive, on le voit en pratique courante, c'est-à-dire que des jeunes rentrent dans le cycle de la thérapeutique, alors qu'ils ne sont pas censés l'être. Et chez ces gens-là, on recherche les causes. Parmi les causes, il y a les causes rénales. C'est-à-dire des gens qui ont des problèmes rénaux. Ça peut être soit une insuffisance rénale, soit une polykystose rénale. Donc il y a des pathologies du rein qui vont engendrer cette hypertension artérielle. Et il y a aussi d'autres pathologies endocriniennes, telles que le syndrome de Cushing. Enfin, c'est des pathologies que l'on connaît, nous, en tant que médecins, et que l'on doit dépister systématiquement chez le jeune. Pour savoir exactement la plupart du temps, quand on découvre la cause, on peut traiter et guérir de cette hypertension. Professeur, vous voyez un petit peu donc l'importance de cet HTA secondaire. C'est pour cela, pardon, c'est pour cela qu'on en voit de plus en plus de jeunes hypertendus, mais en plus de cela, en plus de ce phénomène d'HTA secondaire, j'aimerais attirer votre attention, il y a aussi l'hygiène de vie. La population est plus sédentaire, elle bouge moins. La population consomme de plus en plus de boissons énergisantes, dont vous allez parler juste après, parce que ces mêmes boissons énergisantes créent une tachycardie, et cette tachycardie va augmenter également la tension artérielle, va créer de l'hypertension artérielle. Donc il y a aussi la toxicomanie, donc de plus en plus de consommation de drogue. Voilà ce qui le régime alimentaire. Tout à fait. Voilà. Vous avez dit, professeur, tout à l'heure, que la maladie rénale engendre l'hypertension artérielle, même l'inverse. L'hypertension est un facteur de risque des maladies rénales. Absolument. D'ailleurs, on se pose souvent la question, est-ce la maladie rénale qui a créé l'hypertension? Parce que des fois, malheureusement, comme le patient arrive à un stade un peu des fois trop tard, c'est-à-dire qu'il est hypertendu depuis des années, il ne se savait pas. Donc il arrive au stade de complications. Et parmi les complications, il y a la maladie rénale chronique. Donc on se dit, ce patient maintenant, est-ce cette hypertension qui a créé la maladie rénale chronique? Mais est-ce sa maladie rénale chronique? C'est pour ça que l'on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres spécialités, notamment les néphrologues. Parce que vous savez, l'hypertension artérielle, d'ailleurs on doit insister sur ça, l'hypertension artérielle n'est pas l'apanage d'une seule spécialité.
spécialités. Toutes les spécialités doivent participer à la prise en charge. Et je vous dis qu'il y a tellement de patients qu'au contraire, on doit tous être main dans la main pour prendre en charge ces pathologies. Et notamment, le pilier dans ce réseau, c'est le généraliste, dans la prévention et dans le suivi. C'est très important. On dit que l'hypertension artérielle détruit le corps. Elle s'attaque aux organes nobles. Oui. Surtout quand elle rencontre un autre frère, en fait, le diabète. Ouais. C'est une association de malfaiteurs. Tout à fait. Pour le corps. Vous l'avez bien résumé, Hassan. Tout à fait, c'est une association de malfaiteurs, le terme est exact. En fait, c'est vrai que quand cette hypertension artérielle, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie vasculaire, c'est-à-dire ça va toucher les vaisseaux. Et les vaisseaux sont dans tout le corps humain, automatiquement. Les vaisseaux irriguent toutes les différentes parties du corps humain. Donc automatiquement, quand il y a une atteinte vasculaire, c'est-à-dire à cause de cette hypertension, il y aura un risque d'avoir une répercussion sur différentes parties du corps. Parmi elles, il y a les yeux. Ça peut donner la rétinopathie. Donc il y a une rétinopathie hypertensive qui est très dangereuse, qui peut causer directement la cécité. Ça peut causer des AVC. C'est le premier pourvoyeur pratiquement d'accidents vasculaires cérébraux. Vous imaginez un AVC, combien est-il à la fois dangereux et handicapant, l'AVC? Vous avez la maladie rénale. Donc comme je vous ai dit, ça peut engendrer l'insuffisance rénale jusqu'à la dialyse. Vous avez aussi, c'est un premier, il faut savoir que l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire c'est le premier facteur qui cause la mortalité cardiovasculaire. Par quel phénomène? Par les infarctus du myocarde notamment, par les syndromes coronariens. Donc vous voyez, l'hypertension est vraiment non seulement un tueur silencieux, mais un tueur de masse. Et c'est pour ça que sa prise en charge, qui est, franchement, quand on parlera du volet prise en charge, sa prise en charge va permettre à l'individu non seulement d'éviter toutes ces complications, mais de vivre sa vie normalement. Et surtout d'être suivi régulièrement. Ah oui, donc ne pas hésiter, j'insisterai jamais assez, ne pas hésiter à se faire dépister et à se prendre en charge. C'est vraiment le maître mot, parce qu'il y a, Dieu merci, une prise en charge. C'est pas comme dans le Covid où on était pratiquement, il y avait une prise en charge qui était très difficile, il n'y avait pas de traitement direct. Là, il existe un traitement spécifique qui permet de réguler, de revenir à la normale de ces chiffres et d'éviter ainsi ces complications. Alors, professeur, avant de parler des traitements, j'aimerais insister au fait pour les téléspectateurs sur les facteurs de risque. Trop de sel, c'est pas bien. Tout d'abord, Hassan Chemech, merci. Je vous remercie de m'appeler professeur, mais je ne suis pas encore professeur, je suis maître assistant, je suis docteur. Voilà. Vous êtes en chemin. Bientôt, Inch'Allah. Donc, oui, effectivement, c'est les facteurs de risque, il y en a énormément. Et parmi les facteurs de risque, il y a notre alimentation. Pourquoi on constate aujourd'hui de plus en plus d'hypertendus, notamment chez nous en Algérie, où je tiens à le rappeler, en Algérie, selon les chiffres déjà de la Saha qui datent de quelques années, on parlait de plus de 30% de la population adulte hypertendue. Vous imaginez, c'est le tiers de la population algérienne. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et parmi ces facteurs, il y a l'alimentation. L'alimentation déjà, en matière d'hypertension, elle est trop salée. C'est-à-dire que l'ennemi numéro 1 de la santé à travers l'hypertension artérielle, c'est le sel. C'est l'ennemi numéro 1. Pourquoi? Quand on vous dit aujourd'hui que la consommation, normalement, c'est-à-dire la consommation idéale pour un individu recommandée chaque jour ne doit pas dépasser les 5 grammes de sel. Et quand je vous dis que dans la baguette de pain, on se rapproche de ces 5 grammes. Et comme les Algériens ont tendance à manger beaucoup de pain, ajouter à cela du fromage, des olives, du hmes, du machin, des trucs, c'est tout ça qui crée donc que l'individu dépasse largement des fois le double, voire le triple de cette consommation de sel. Donc c'est pour ça que déjà, l'alimentation est le premier facteur, mais comme je vous ai dit, il y a aussi d'autres facteurs. Il y a l'obésité. L'obésité aujourd'hui qui représente un véritable problème aussi en Algérie. L'obésité et le surpoids aujourd'hui, on ne s'y attendait pas, mais les chiffres quand même sont alarmants. On parle de plus de la moitié de la population qui est soit en obésité ou en surpoids. Donc c'est vraiment, ça nous donne à réfléchir. Et quand on sait que cette obésité ou bien ce surpoids est un facteur direct de l'hypertension et de diabète. Et une fois le diabète arrivé, justement, le diabète va créer avec l'hypertension une véritable association de malfaiteurs. D'ailleurs, souvent, le patient diabétique devient hypertendu. Et souvent, le hypertendu, par la suite, avec une mauvaise hygiène de vie, peut devenir diabétique. Vous avez parlé du sel, est-ce que le sucre aussi
Ah bah oui, c'est clair que le sucre aussi, malheureusement, l'excès de sucre est là et on le constate chaque jour avec l'alimentation et malheureusement qui débute depuis le jeune âge. Vous constatez... Non, je parle de l'hypertension artérielle. Est-ce que le sucre est en rapport comme le sel? Alors écoutez, le sucre, c'est qu'il va créer, le sucre, on sait qu'une consommation excessive de sucre va créer ce surpoids, va créer cette obésité. Elle peut créer le diabète, créer qui est facteur de risque. Tout à fait, voilà. Ouais. Tout est lié. Tout On est est lié. là-bas, bon. À travers toutes ces vidéos, il connaît très bien le sujet. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. Alors, ceux qui nous regardent maintenant se demandent, est-ce que les traitements sont disponibles? Ah bah Dieu merci, les traitements en Algérie ils sont disponibles, et ils sont même produits en Algérie effectivement. Donc les traitements en Algérie sont variés, c'est-à-dire on a pratiquement toute la thérapeutique qui est disponible en Algérie. Le avec malade les donc différentes a le classes. choix. Mais le premier traitement, Hassan Chemach, si vous me permettez, non seulement il est disponible, mais c'est le plus simple, c'est avant tout l'hygiène de vie. C'est la prévention. C'est la Mais prévention. on a commencé par la prévention. Non, mais pas seulement la prévention, c'est-à-dire même quand on est hypertendu, le premier traitement, ça reste des règles hygiéno-diététiques, même une fois hypertendu, et passe par, on a dit, la réduction de la consommation de sel, mais aussi par une alimentation riche en fibres, légumes et en fruits aussi, c'est très important. L'activité physique. Et l'activité physique, c'est vraiment les piliers fondamentaux de la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est ça la base. Puis bien sûr viendra la thérapeutique orale, qui je tiens à le signaler aujourd'hui, est non seulement disponible, mais ne doit pas être retardée chez le patient. Justement, que risquent les malades qui n'adhèrent pas, en fait les malades qui ratent leur traitement? Ben, les recommandations sont claires. Quand un sujet est diagnostiqué hypertendu, à travers ce qu'on a dit, soit une MAPA, soit une automesure tensionnelle, là, il faut absolument commencer la thérapeutique. On ne doit pas tarder. Et pourquoi commencer cette thérapeutique? Parce qu'on sait aujourd'hui que plus on tarde, plus il y a des dégâts qui se font sur l'organisme. Sachant, pour la bonne nouvelle, ce qui rassure, c'est que la plupart du temps, dans l'extrême majorité des cas, cette thérapeutique, c'est-à-dire ces comprimés que l'on prend, adaptés pour chaque patient, bien sûr, parce qu'il y a une multitude de thérapeutiques, il y a une multitude de classes thérapeutiques, généralement permettent d'obtenir une tension normale et de protéger ainsi parfaitement l'organisme de l'individu. Donc, quand on a l'arme qui est disponible, pourquoi s'en priver? Et sachant que, comme on en a parlé juste avant, si on ne prend pas les traitements, on s'expose à un risque qui est là, qu'on sait qu'aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, cette hypertension tue. Donc, automatiquement, le fait de ne pas prendre de thérapeutique, on sait qu'on s'expose à un risque très très élevé d'avoir des complications cardiovasculaires. Donc, ne pas hésiter, ces traitements sont gratuits, sont remboursés parce qu'on a la chance d'avoir ce remboursement donc, des thérapeutiques à travers notre sécurité sociale. Donc, il ne faut pas hésiter, en plus de l'hygiène de vie. Et c'est le cas aussi, notamment, je tiens à insister sur un point, parce qu'on parlait des thérapeutiques et éventuellement même du dépistage, même chez la femme enceinte, ça doit être vraiment systématique. Parce le dépistage. La femme enceinte, c'est 8-9 mois en fait la grossesse. Mais durant ces 8-9 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et quand cette femme enceinte, durant ces 8-9 mois, a de l'hypertension, et qu'elle la sous-diagnostique, qu'elle ne la dépiste pas, croyez-moi que malheureusement, ça porte un grand risque à la fois sur donc, son futur bébé, son fœtus, son futur bébé, sur sa santé à elle. Sur sa santé à elle. Donc cette catégorie de personnes, j'insiste pour qu'il y ait un dépistage vraiment important. Généralement, il se fait par les gynécologues, mais malheureusement, dans certains cas, on voit encore des femmes qui ne consultent pas jusqu'à plusieurs mois d'avancée de la grossesse pour qu'elles consultent. Ça, c'est vraiment important. Très bien, vous avez bien expliqué. On a fait le tour de la question. Mais c'est bien, parce qu'il maîtrise vraiment son sujet. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bientôt, professeur. C'est clair. C'est clair. Vous voulez rajouter quelque chose, Hassan, avant la fin? Merci, professeur. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. C'est riche. Merci aux téléspectateurs. Peut-être que lui, il veut rajouter quelque chose, le professeur. Peut-être une information que vous n'avez pas donnée. Vous voulez insister sur quelque chose de particulier? Adressez-vous à la population. Moi, je dirais tout simplement que, effectivement, on a parlé d'hypertension comme étant un fléau. Mais Dieu merci, ce fléau, on peut tout d'abord le prévenir par une bonne hygiène de vie. Premièrement. Et deuxièmement, pour ceux qui deviennent malgré cette hygiène de vie hypertendue, sachez que la thérapeutique donne très bien. Même si dans une petite catégorie de population, on peut parler d'HTA résistante, mais même dans HTA résistante, mais même dans cette catégorie, il y a une prise en charge adéquate. Donc n'hésitez pas à vous prendre en charge. Nous sommes là pour vous aider. Et voilà. Merci beaucoup. Hassan. Alors moi j'ai envie d'insister sur l'activité physique et l'hygiène alimentaire. Faites attention à ce que vous mangez
et éviter d'être sédentaire. L'activité physique. Si vous ne pouvez pas faire du sport, faites de la marche. 30 minutes par jour ou par 48 heures réduit de 50% la survenue des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Absolument. Vous le faites? Je le fais. La marche, la course? Moi, je marche chaque soir. Ah bon? Bravo. Eh oui, vous me l'aviez dit déjà Chaque la soir. dernière fois. Après manger ou avant? Non, après. Après, c'est Après très bien. manger, je sors et parfois je le fais en famille. Et quand ils sortent pas, je sors seul. Vous n'avez pas la flemme. Excellent. Très Ah oui, bien. oui, oui. Eh ben voilà, il faut suivre l'exemple. Pourquoi en fait? Parce que moi j'ai appris une chose. J'ai discuté avec un professeur qui a beaucoup insisté qu'il faut garder en fait au moins 3 heures entre le dîner et aller dormir. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Pour laisser Un minimum de 3 heures. Voilà, un minimum de 3 heures. Donc c'est ça. Vous avez bien Pour fait vos dormir, calculs. pour dormir tranquillement. Tranquillement. Alors, lorsqu'on rajoute Une marche, c'est marche, excellent. c'est encore mieux. C'est encore mieux. On dort tranquille. Très bien. tranquillement. Ben, merci beaucoup, Hassan, Voilà. pour tous ces conseils. Merci à vous, docteur, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir surtout bien expliqué le sujet donc, de l'hypertension artérielle. Et puis, vous reviendrez, bien évidemment, avec Hassan quand vous serez professeur, cette fois-ci. Non, mais je plaisante. Vous revenez quand vous voulez, mais quand vous serez professeur aussi, vous reviendrez. Merci beaucoup, Hassan. Merci à vous, docteur. Merci, Et à avec très, très plaisir. bientôt. Hassan, on vous retrouve donc lundi prochain. Lundi prochain. Avec une autre thématique. Merci Avec plaisir. de vous occuper aussi bien de la santé de nos téléspectateurs. Allez, on fait une pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à parler donc de sensibilisation puisque nous parlerons, vous l'aurez compris, de ces boissons énergisantes et de leurs dangers avec le président de l'Association nationale du consommateur algérien. À tout de suite. ميزان حياة الروق دي جي عدل تنصلر بلادي ما بالك ليش معاك قولي لي على ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات انا ما نلقاك عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري خبرني قل لي فهمني كي عليا تخبي انا تتلفني ما نبغيش تنغبني ولا تنهاني رفدك في قلبي وخليهم خلي يا راني معك راني معك راني في الشدة في المحنة عمري انا تلقاني راني عارف شي عارف باللي حبيبتي تبغيني غير هي اللي تصعب وعمرها ما تخليني ما بالك ليش معاك ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات انا ما نلقاك عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا اللي بك بيا انت تنحس بيا كي نشوفك مغبون تتخلط عليا يا الغلطة فيا سمحي لي عيني شكون يفهمني شكون من غيرك انت يا راني معك راني معك راني في الشدة في المحنة عمري انا تلقاني راني عارف شي عارف باللي حبيبتي تبغيني غير هي اللي
صعب وعمرها ما تخليني ما بانت ليش معاك ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات انا ما نلقاك عمري حسي بيا عذريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا. Voilà, un très très beau duo entre deux artistes qu'on aime beaucoup, à savoir Mizan Amish et Hayat Zerouk. Hayat Zerouk, il faut le rappeler, qui est professeur d'anglais mais également photographe, et aujourd'hui elle est même caméra woman. Elle s'est lancée dans tout ce qui est documentaire et on l'attend avec impatience avec de nouveaux titres parce qu'elle a juste une super belle voix. Et on est de retour sur le plateau de Souriez, vous êtes sur Canal. Alors là, on va pas trop vous apporter le sourire, mais surtout on va vous sensibiliser pour que vous ayez le sourire par la suite, surtout à la fin des examens. Vous le savez, c'est vraiment la période des compositions, ça va être la période du PEM, du baccalauréat. Et malheureusement, il existe un phénomène actuellement, c'est toutes ces boissons énergisantes que consomment des lycéens et même des enfants, c'est-à-dire des jeunes qui ont quel âge, 13 ans, 14 ans, 16 ans, et ça c'est pas bien du tout, c'est pas bon pour leur santé. Tout à l'heure, le médecin qui était donc invité de Hassan en a dit quelques mots, et il a dit que votre invité se chargera d'en parler, et justement notre invité est là pour ce sujet, puisque l'Association nationale de la protection donc, du consommateur algérien lance, si vous voulez, une campagne pour un petit peu sensibiliser autour de ce sujet des boissons énergisantes. Et c'est vraiment le moment de le faire, on est en plein dedans. Bonjour Monsieur Hassan Mounawar, comment ça va? Bonjour à vous, et bien, ça va, je commence avec le sourire malgré tout, Oui. malgré que la situation est un petit peu alarmante. De toute façon, vous êtes toujours souriant, même votre visage il est souriant. C'est gratuit, Ouais. et puis je pense qu'on devrait tous quand même Sourire. porter un sourire. D'ailleurs, c'est recommandé par notre religion d'abord. Oui, Sadaqa, si exactement. on n'a rien à donner, au moins on donne ça. Et je suppose que ça ne pourrait faire que du bien. Tout à fait. Et des fois, Malgré comme vous dites, c'est quand on parle comme ça de sujets qui sont épineux, qui font un petit peu mal, ça va faire mal aussi à certains parents. Parce qu'aujourd'hui, je profiterai pour parler aux parents. oui, Aux parents qui parfois aiment bien leurs enfants, mais parfois ils ne savent pas comment vraiment les aimer. Ils se laissent faire, ils se laissent aller, ils acceptent le diktat imposé par ces enfants. Quand je dis enfants, ça va de tous ceux qui sont scolarisés et même ceux qui sont à l'université Oui. maintenant, ça reste toujours nos enfants. Donc la consommation de ces boissons énergisantes devient très, très inquiétante. C'est une consommation qui nous inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est en progression, ça ne fait qu'augmenter et ça se généralise. Donc même les adultes sont concernés, mais ce qui nous fait peur, c'est les enfants, c'est les adolescents. Surtout qu'on a découvert à travers des sondages que certains jeunes adolescents consomment jusqu'à 6 canettes ou petites bouteilles de 25 centilitres par jour. oh là là, c'est Eh ben, énorme ça. C'est énorme, bien sûr, c'est énorme. C'est avec des conséquences fatales. Et les parents doivent savoir que d'abord, les parents ne pourraient jamais permettre à leurs enfants, même en période de révision pour les examens, de consommer du café noir. Mais attendez, là, je dois vous interrompre. Je parle pas au nom, mais j'essaye de penser un petit peu à comment réfléchissent en ce moment les parents. Il y a peut-être des parents qui le font, oui, et qui autorisent leurs enfants, mais il y a peut-être des parents qui ne sont pas au courant, peut-être Justement, qui donnent oui, de l'argent de oui, poche oui, à leurs enfants, croyant bien faire, que leurs enfants vont acheter des choses bien, et puis voilà, ils vont aller acheter ces boissons énergisantes. Donc comment les contrôler, surtout si les parents travaillent, s'ils sont au boulot, si voilà, ils ne sont pas avec eux. Croyez-moi, madame, que nous avons trouvé des parents, c'est eux-mêmes qui achètent ces boissons. Ah, pour là, leurs c'est enfants. autre chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'ignorance, on ignore. Donc c'est un peu nouveau en Algérie. Donc c'est une tendance qui nous veulent. C'est un peu nouveau, mais on voit qu'il y a de plus en plus de plus en marques de boissons. Avant, il y en avait une, deux marques, mais aujourd'hui, il y en a plein. Il y avait une marque internationale étrangère qui est toujours là, qui existe. Elle est importée d'un pays voisin, tunisien notamment. Mais il y a 7 marques nouvelles en Algérie, 7 marques. Et si on continue comme ça, en consommer, en surconsommer, il va y avoir encore plusieurs autres marques, il va y avoir de la concurrence. Ouais. Et c'est des boissons qui ne sont pas du tout chères. Pour nous, elles ne sont pas chères parce que nous sommes à 80 dinars. La petite bouteille, c'est pratiquement le même prix qu'une bouteille de limonade qui sont à 60 dinars. Donc la différence n'est pas importante. Et c'est ce qui justement encourage
cette surconsommation. Et les parents ne le savent pas, parce que pour les parents, pour certains parents, pour eux, ils ont besoin de booster leurs enfants, donc de les stimuler, de leur donner de l'énergie à la veille des examens, parce qu'on est à la veille des examens, et pour eux, c'est une solution. Moi, on a rencontré des parents qui nous disent « Ah non, mais pour nous c'est pour qu'ils aient de l'éveil, pour qu'ils aient de l'énergie, ils sont à la veille d'examen, il y a trop de modules, trop de matières, donc on doit les aider. » Mais justement, je parlais du café, juste pour interpeller la conscience des parents, qui permettrait à son enfant de consommer 4 tasses de café, café je dirais, pas café maison, mais café des cafés. C'est l'équivalent de la caféine qu'on a dans une bouteille de 25 centilitres. Et sans oublier la taurine et les autres substances chimiques, sucre surtout, les colorants et je sais pas quoi Oui, encore j'en comme passe, voilà. produits chimiques. Donc ça devient très dangereux. On a fait des ateliers, donc on avait organisé plusieurs ateliers avec des médecins, des spécialistes, notamment des pédopsychiatres, des cardiologues, pour nous dire qu'il y a vraiment un danger. Pourquoi? Parce que la taurine, elle affecte le cerveau. Donc ces enfants de maintenant, ils vont avoir donc plus tard des problèmes neurologiques. Bah oui, ils ne sont pas en perturbations âge de prendre du café. Ils ne sont pas en âge. Et sans compter, sans parler des autres problèmes, parce que ça augmente aussi donc, le rythme cardiaque. Et on a vu des sportifs en consommer. D'ailleurs, nous dénonçons ces salles de sport qui vendent ces boissons énergisantes dans les salles de sport. Et on avait dû aussi à parler dans nos ateliers à des professionnels du sport, donc des entraîneurs, qui nous ont dit que réellement, donc ils ont fait des essais, ils ont observé donc chez certains joueurs de football, carrément. Footballeurs. Donc quand ils prenaient ça, le rythme, il augmentait. Donc il les empêchait quand même de rentrer sur le terrain parce que leur cœur déjà battait trop fort. Trop fort, oh là là. Imaginons pour les cas où il n'y a pas eu ce contrôle, et on a vu, donc on a dû savoir qu'il y a eu beaucoup de décès subites, des morts subites, même sur des terrains de sport. C'est vrai. C'est peut-être dû à ça. Donc, moi je le dis comme ça, peut-être, c'est dû à ça. Donc on doit faire très attention. C'est des produits qui sont dangereux, mais malheureusement qui sont vendus, qui sont consommés librement. C'est des boissons qui ne devraient pas être vendues et exposées n'importe comment dans les commerces. Peut-être qu'il faudrait un âge bien particulier Absolument. pour pouvoir vendre, enfin, pour pouvoir l'autoriser à réglementer, tout simplement. Donc, on a sur le journal officiel algérien donc, toute une réglementation qui dit qu'il est interdit, plutôt déconseillé, de le vendre à moins de 16 ans. Oui. Bon, nous, en tant qu'association, avec l'avis sur avis des médecins, on s'est dit qu'on doit proposer à ce que ce soit interdit. Pas seulement déconseillé, mais interdit à moins de 18 ans. Parce que les pédiatres nous ont dit que jusqu'à 18 ans... L'âge majeur, oui. Donc moins de 18 ans, c'est toujours considéré comme un enfant, point de vue physique. Hein, oui. Et ça ne devrait pas être vendu à côté des autres boissons. Jus, soda, c'est une boisson à part. Lactées. Donc ça devrait être vendu à part, dans des frigos spécifiques avec des couleurs différentes. Et aussi ne pas être consommé par les personnes, les sujets qui ont des problèmes cardiovasculaires ou autres maladies, par les femmes enceintes, par les femmes qui allaitent. Donc tout ça, c'est écrit dans le journal officiel. Je ne pense pas que déjà une femme enceinte s'amuserait ou s'aventurerait à prendre une boisson énergisante. Ça, je ne pense pas. Après, vous me dites, ceux qui ont des examens, ceux qui en sont à la fac aussi, parce qu'ils doivent veiller, ça oui. Ceux qui se sentent fatigués vont se dire, ouais, allez, je vais prendre une canette d'une boisson énergisante. Ça oui, donc c'est en fait beaucoup plus à cette catégorie de personnes qu'il faut s'adresser. Et donc, en s'adressant à elles, on s'adresse beaucoup plus aux parents. C'est-à-dire qu'il faut que les parents aujourd'hui soient encore plus vigilants et surveillent un petit peu leurs enfants, parce que vous êtes là, vous passez des messages en face de la caméra, donc peut-être que vous allez un petit peu réveiller ces parents, ou en tout cas ceux qui l'ignorent. Évidemment, donc on a eu à travailler et à faire avec les pouvoirs publics, donc pour les inciter à faire plus de pression, même augmenter les prix, donc à appliquer des taxes nouvelles carrément. Que ce soit plus cher. Que ce soit plus cher, parce que pour nous, il n'est pas normal que ce soit vendu à 80 dinars. Il faudrait que ce soit vendu beaucoup plus cher, 300, 400 dinars. C'est ça. Comme ça, les personnes qui en ont vraiment besoin, moi je parlerai d'un chauffeur routier qui en a besoin parce qu'il a besoin de faire un trajet et qu'il est fatigué, ou autre,
mais à ce prix-là, c'est à la portée des enfants, De et c'est personnes. devenu très accessible. Et nous, on voudrait que ce ne soit pas du tout accessible. Donc, ni accessible dans les commerces, donc difficilement. Donc, on doit les trouver difficilement, comme on a vu. Nous avons un médecin qui était parti en Europe, dans un pays en Europe. Il a essayé de chercher ses boissons. Il a trouvé dans un supermarché que c'était dans des frigos à part et qui étaient tournés vers le mur. Carrément. Carrément. Et dans certains pays, pour le dire, c'est carrément interdit. D'accord. Ces boissons sont déjà interdites. Et peut-être que ça va arriver On le tout souhaite. doucement chez nous. En tout cas. On voudrait les rendre d'abord inaccessibles et puis peut-être, pourquoi pas, décourager carrément de toutes ces productions. Donc maintenant, pour les parents, ils doivent réellement prendre conscience que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout des stimulants, c'est pas des énergisants. Mais c'est ce que disait le C'est- médecin tout à l'heure, il n'y a pas mieux qu'une bonne hygiène de vie, bien dormir, manger des produits Des fruits. naturels, Des des fruits. fruits, des légumes, oui. des jus d'orange, encore manger il paraît que manger une orange, c'est encore mieux que d'en faire un jus Bien sûr, d'orange. Donc voilà, parce évidemment. qu'elle Et les garde toutes fibres ses aussi. vitamines. Les fibres. Et voilà. Et puis, ça sert à quoi maintenant de se rendre malade et de rendre ses enfants malades à cause ça. d'une note ou à cause d'un examen? Sans parler de toute la quantité de sucre qu'il y a dedans. Oui, oui. Ces Donc, boissons. il y a aussi la dépendance. Parce que si on les laisse maintenant, en consommer maintenant, juste pour l'examen, mais après c'est fini. Après, il y a toutes les matières qu'il y a, tous les produits, toutes les substances qu'il y a dans ces boissons. On va en Alors, redemander. On va en redemander et on va pas en finir. Maintenant, il y a une dépendance comme certaines autres boissons qui contiennent de la caféine. Oui. Il y a toujours de la dépendance qui s'installe. C'est vrai. Et après, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc, ce n'est pas pour un examen de fin d'année, même si c'est le bac, qu'on va, je dirais, altérer la santé de ces enfants. Donc, si d'abord le bac, ça se prépare à l'année, et puis il y a un équilibre à faire entre le sommeil Voilà. et la nourriture. Faire aussi. une bonne sieste et pouvoir Oui, réviser de le soir, l'activité physique, veiller, de physique, l'activité. du déstress. Voilà, je préfère encore prendre un jus d'orange le soir ou un jus de citron au lieu d'aller prendre cette boisson énergisante. Oui, mais à la fin, Un je bon dirais- thé. Oui, mais à la fin, je dirais aussi, s'il ne réussit pas son examen cette année, il va le réussir l'année prochaine. Mais s'il tombe malade, Ouais. si sa santé se On prend un détériore, coup, oui. et elle prend un coup, même s'il a son bac cette année, il va faire quoi avec si après il est très malade. Donc on doit faire très attention, les parents doivent être responsables, Oui. et nous on est là pour réveiller d'abord les consciences des parents, et après évidemment essayer de sensibiliser tout le monde, à commencer par ses enfants consommateurs, jusqu'aux responsables qui sont dans l'encadrement de ce commerce. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, avec cette campagne, d'aller, je ne sais pas, au niveau de quelques écoles, Oui, bien CEM, sûr. enfin, lycées, Évidemment. universités aussi, Oui, pour oui, pouvoir être en contact direct avec ces étudiants, ces élèves? Absolument. Donc, vous savez que nous sommes partenaires avec l'Association nationale de la santé scolaire. Donc, c'est des médecins qui travaillent justement dans la sensibilisation dans les salles de classe, dans les écoles. Et évidemment, il n'y a pas que ça. Maintenant, vous savez que les réseaux sociaux Oui. sont beaucoup plus efficaces parfois que de se déplacer dans les salles de classe. Les médias, ce qu'on fait avec vous maintenant, on vous en remercie beaucoup. La radio nationale, la presse. Donc, on utilise tous les moyens pour justement arriver à sensibiliser le maximum. Mais bon, il y a une partie de notre travail qui se fait dans les écoles, dans les établissements, mais la grande partie doit se faire avec les parents. Ouais. Et les parents, j'espère que s'ils ne sont pas à l'écoute maintenant, ils vont revoir cette émission. Bah et oui, puis parce qu'ils qu'elle se sera postée sur les et réseaux. puis, on doit pas, vous savez, il y a certains parents qui n'aiment pas vraiment entendre des choses pareilles, mais on doit faire face parce qu'on a des enfants, ça n'a pas été facile de les avoir. Moi, je sais que maintenant, avoir des enfants et les faire grandir, c'est pas facile. Mais au moins, on doit faire attention à ce potentiel qu'on a et ne pas le gâcher comme ça à cause d'un examen. Et puis Il faut aussi, savoir dire non. il faut savoir dire non et puis il faut contrôler cet argent qu'on donne. Parce que quand c'est pas pour les boissons énergisantes, c'est pour les autres boissons, c'est pour le tabac, c'est pour autre chose. Donc, Pour les réellement, chips. oui, donc tout ce qui fait mal. Donc un enfant, et puis on a en face qui? On a en face des commerçants qui ont cette technique, qui ont de la science, Ah qui ouais. ont du marketing, ils font des études pour ça, pour mieux vendre plus. Leurs Et produits. ils trouvent nos enfants comme je dirais des victimes comme ça qui font marcher leur commerce, mais au dos de la santé. Donc à nous les parents d'être vraiment responsables
et de ne pas se laisser faire. L'argent qu'on donne, on doit le compter, on doit demander des comptes. D'ailleurs, c'est bien d'apprendre aux enfants à bien dépenser l'argent. Non, et surtout leur expliquer le danger de ces boissons énergisantes, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils comprennent. Hein. Il suffit juste de leur expliquer, de leur parler, de communiquer avec eux, de leur montrer des exemples de cas, voilà. Et je vous assure qu'ils vont comprendre. C'est juste de leur parler. Ouais, et leur expliquer aussi, surtout que c'est pas une tendance, c'est pas un phénomène, je dirais, de virilité. Je prends une boisson énergisante, donc tout le monde qui me regarde, j'ai de l'énergie, ça ne donne pas des ailes. Au contraire, ça brise des vies, ça brise la santé. Mais c'est-à-dire, ça ne change rien en une personne qui prend ces boissons, mis à part qu'il va être malade. S'il n'est pas malade, eh ben, il sera obèse, et il aura peut-être un diabète, peut-être des problèmes cardiovasculaires. Mais la surconsommation, avec la surconsommation de ces produits, on ne va pas s'en sortir. Il y a danger, il y a danger. Nous, on est très inquiets en tant qu'association des consommateurs et on voudrait qu'il y ait un éveil chez nos consommateurs algériens, chez les parents, chez les élèves, chez les professeurs, les enseignants, dans les écoles, dans les lycées, tous ceux qui encadrent des jeunes, dans les maisons de jeunes, dans le domaine sportif, les médias. En fait, tout le monde est concerné et tout le monde peut faire à son niveau de la sensibilisation sur ces boissons énergisantes. Voilà, les salles de sport aussi. Hein. Bien sûr. Il y en a. S'il y a des salles de sport où vous allez en trouver des boissons, D'ailleurs, il faudrait sensibiliser sur ça. D'ailleurs, on a dénoncé ça au ministère du Commerce. Les salles de sport n'ont pas le droit de vendre des produits. Ils ont un registre du commerce avec un code pour la pratique du sport. Bon, à la rigueur, de l'eau. De l'eau, parce qu'on en a besoin après avoir fait une séance de sport. Mais des barres de chocolat, des protéines et des boissons énergisantes, normalement c'est interdit. C'est interdit. Donc, et puis on doit cesser de gagner de l'argent sur le dos de la santé publique. On doit faire très attention. Donc si les commerçants sont là pour gagner de l'argent, nous on ne doit pas perdre notre santé et notre argent dans des choses qui sont néfastes pour notre santé et qui ne ramènent rien. Maintenant, si cette boisson pourrait ramener quelque chose et en parallèle on pourrait tomber malade, on va essayer de voir comment discuter. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire tous les médecins qu'on a consultés, on a organisé 2 ateliers. Bah oui, j'imagine que vous avez fait bien vos recherches. Oui. Aucun médecin, même des représentants des départements ministériels, ils étaient tous d'accord que la consommation de ces boissons est dangereuse. Je dirais même plus, le représentant de l'association des producteurs de boissons, il était là avec nous pour nous dire, ils ont même fait un communiqué pour dire que faites attention à cette consommation, c'est pas fait et c'est pas commercialisé pour être consommé de cette manière. On peut consommer une bouteille de temps à autre, mais pas pour 4 à 5 canettes par jour. C'est très dangereux. Eux-mêmes, c'est des producteurs et je salue leur responsabilité citoyenne. Ils ont fait un communiqué pour dire faites attention, le problème est dans la surconsommation, ce n'est pas le produit en lui-même qui pourrait être dangereux. Quand c'est consommé d'une manière rationnelle, ça ne pose pas de problème. Mais à la manière dont on est en train de voir, c'est exagéré. Tout abus de toute façon est néfaste pour la santé, n'est-ce pas? Surtout les boissons énergisantes, c'est très très dangereux. Très bien, je crois que vous avez tout dit, hein, Monsieur Hassan Nawar. Vous voulez rajouter quelque chose? Parce que c'est un sujet quand même très important. Et je le rappelle, on est en pleine période d'examen, donc il y a certainement des mamans qui nous regardent en ce moment, beaucoup plus les mamans que les papas qui sont à la maison. Donc voilà. Les examens, il y a les vacances qui arrivent. Donc pendant les vacances, on essaye de veiller maximum. Donc on prend aussi ces boissons. Quand on se déplace, donc on prend la route, donc on essaie de... On en consomme parce que c'est pas cher, mais on doit faire très attention. Parce que d'abord, il n'y a pas que ça. Il y a toutes les boissons sucrées qui font du mal. Donc depuis 2018 qu'on en parle, et on aurait voulu réduire et faire réduire le taux de sucre dans ces boissons et réduire la consommation de ces boissons. Malheureusement, il y a encore cette boisson énergisante qui arrive et qui nous force un peu les calculs. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement, il n'y a pas une famille ou un milieu familial où il n'y a pas quelqu'un qui a un cancer ou un diabète ou un peu de problème d'hypertension et de santé. Donc la santé, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ici en Algérie ou ailleurs, donc c'est un capital. C'est un capital. Et il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Maintenant, on ne peut pas parler je dirais, de souveraineté économique, ni de souveraineté, je dirais, politique et autres, si on n'a pas la santé. Donc on doit... C'est-à-dire protéger les consommateurs, protéger sa santé, c'est aussi protéger notre pays. Tout à fait. C'est protéger la nation. Exactement. Donc si
par amour donc à soi-même, à ses enfants et à la patrie, on doit faire attention à la santé. À sa santé. Eh ben, c'est sur ces bonnes notes qu'on va terminer notre débat. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Mnouar. Je rappelle que vous êtes donc président de l'association Amen. Voilà, qui pour la protection bien sûr des consommateurs que nous sommes, que vous êtes, et qu'il était là aujourd'hui pour voilà, mettre la lumière sur ce phénomène qui est donc la consommation abusive, bien évidemment exagérée des boissons énergisantes. Donc j'espère que vous avez été attentifs à tout ce qu'il a dit. Beaucoup plus on s'adressait aujourd'hui aux parents parce que c'est eux qui finalement encore gèrent et contrôlent leurs enfants. On n'est pas là pour vous faire la morale, mais alors là pas du tout, on ne se permettrait pas ça, mais juste voilà, vous montrer que ces boissons sont très très néfastes pour la santé de vos enfants, de nos enfants, en fait de tout le monde, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, oui. Dernier mot, rapidement. Oui, rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des messages pour nous dire que pourquoi vous parlez aux parents consommateurs et pour vous parlez pas, par exemple, aux agents du contrôle. Oui. Vous savez, on en parle, on en fait des courriers, on a des réunions, on travaille sur ça. Mais là, maintenant, je m'adresse aux parents. Parce qu'on est vraiment en plein dedans, n'est-ce pas? On n'a pas le temps, donc c'est la période des examens, donc surveillez vos enfants, contrôlez leur cartable, ces boissons. Si vous trouvez ces boissons, jetez-les et expliquez-leur tout simplement que c'est pas bon pour leur santé. Voilà, ils comprendront, ça c'est sûr, si vous leur expliquez, ils comprendront. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Mnouar, et à très très bientôt, et bravo encore une fois pour tout le travail que vous faites avec l'association. Allez, on écoute un petit peu de musique, et juste après on parlera de cinéma avec notre prochain et dernier invité du jour. يا من دراشي سبب ضرك الخصام وإلا حب في قلبك دخلاني يا مجرب العشرة والفراق بالله عليك عيد لي يا إنساني يا مجرب العشرة والفراق بالله عليك عيد لي يا إنساني علاش العهد ما بين العشاق علاش العهد ما بين العشاق يفدي نخلو عيناني 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 شحال عييت من الصبر والصبر هو فناني ما بلا سلام لا خبر نعيش غزالي انساني شحال عييت من الصبر والصبر هو فناني ما بلا سلام لا خبر علاش غزالي انساني حبيبي لون وسمر سعيد والسعالي بالهلالي في قصر ضوام صباح مكاني نجوم الليل والقمر ورد وسيسان والزهر شط الويدان والبحر وعشيري سهواني كحل العينين والشفر هو ضوى عياني هدي مدة ما ظهر سبب هلاك محاني قلب مكوي بلا جمر عيا صبري من الصبر بعد العشرة والصفر لاش خان وعاداني شحال عييت بالصبر وصبر هو فناني ما بلا نزلة بلا خبر على جرزالي لساني شحال عييت من الصبر والصبر هو فناني ما بلا سلام لا خبر على جرزالي لساني
عجبني ما هضر ما تفكر حساني ما الحبيبي ما قدر عدنا كرعيناني هاد الغرام والجهر لاش ملكني ما عذر ما بين الظلام لا فجر خلى رسمي جفاني. Voilà, un petit salut bien sûr à Kamel El-Harachi qui n'est autre que le fils bien sûr de Dahman El-Harachi et qui a une très très belle voix. D'ailleurs sa voix elle ressemble beaucoup à celle de son papa. Et tout de suite pour la dernière partie de l'émission nous allons parler de cinéma. Alors ça faisait longtemps que je voulais le recevoir et à chaque fois il n'avait pas le temps, il avait un programme chargé. Même si on a déjà fait un Skype avec lui lors bien sûr du dernier festival donc du court métrage donc à Sirta, donc le Sirta court à Constantine, on l'avait eu par téléphone. Mais là, il est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Faisal Sahbi. D'abord, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors, comment le présenter, Faisal Sahbi, puisqu'il est acteur de plusieurs projets, missions, rapports directs avec le cinéma, mais pas que. Il est vraiment dans le domaine culturel. Il est professeur à l'Institut national de cinéma, directeur artistique également du Festival international de cinéma de Timimoun qui va avoir lieu prochainement. Vous n'avez pas encore annoncé les dates. Il est conseiller pour le cinéma. Il est également donc acteur politique dans la politique culturelle. Enfin, il fait tellement de choses et tellement de postes. Il présente aussi des conférences. Il a écrit également. Comment vous arrivez à gérer tout ça ? Ben, je crois que devant vous, il y a quelqu'un qui est cerné, donc ça donne une idée sur l'odeur que... Non, ça se voit pas trop. Hein. Alors, en télé, attention, ça se voit pas ouais, trop. Peut-être c'est ça. On a la lumière, la magie de la Ben, lumière. en fait, je dors très peu. Ça, c'est pas bien. Oui, oui, bah, ce que disaient nos médecins, nos invités, c'est vraiment pas bien ce que vous êtes en train de faire. Oui, bah, je sais, et je carbure à la passion. Je bois pas beaucoup de boissons énergétiques, mais par contre, en revanche, je carbure tous les matins, tous les soirs à la passion, donc ce qui me permet de tenir. Et quand on fait des choses qu'on aime, on les fait et on se pose pas de questions. Oui, d'accord. Et j'ai du mal aussi à dire non. Face aux choses face aux gens passionnants et passionnés. Donc, oui, mais des fois, il faut savoir dire non et surtout, dire non, mais se reposer. Oui. Parce que se reposer, c'est très important. Oui. Bien dormir pour pouvoir ensuite être performant et pouvoir faire les choses que vous êtes en train de faire bien, convenablement, n'est-ce pas? C'est vrai. Bon, j'ai eu 3 jours de off il y a 3 ans. Bon, c'est déjà pas mal, donc 3 jours de off en 3 ans. Oui. Non, mais vous rigolez là. Non, sincèrement, c'est vrai. J'espère en avoir une semaine, au moins 7 jours en juillet prochain. C'est aussi intensif que ça, votre travail? C'est surtout que j'ai plusieurs casquettes, plusieurs missions et plusieurs patients. Donc, par exemple, je sais que vous êtes dans le votre mission numéro 1, c'est d'être vraiment dans le domaine du cinéma. C'est d'abord l'enseignement, parce que je viens de là, j'ai commencé à enseigner il y a 15 ans et j'ai eu la chance d'avoir une double formation. J'ai commencé par de la communication, donc j'ai fait beaucoup de communication. J'ai fait ma première thèse en communication et j'ai eu l'occasion d'en faire une deuxième, donc en cinéma, donc j'ai pas refusé, je l'ai fait. Et en plus de mes missions de consultant, on va dire, j'enseigne à l'Institut de cinéma, au département de communication à Oran, à l'ESA pendant très longtemps. J'enseignais la communication stratégique à l'École supérieure algérienne des affaires et je continue sur plusieurs autres dossiers entre la musique, entre le cinéma, surtout le cinéma et ce qu'on pourrait appeler un petit peu, je suis un petit peu un activiste culturel, on va appeler ça comme ça. Très bien, ça tombe bien que vous parliez de musique parce que vous le savez, avant-hier c'était le dernier jour du mois du patrimoine qui a duré donc du 18 avril au 18 mai et quand on dit patrimoine, on parle de plusieurs sujets, notamment le rail. Le rail qui est classé donc patrimoine mondial de l'UNESCO et on en est fiers. Et vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur le rail. J'ai eu cet honneur de participer avec une équipe élargie à travailler sur ce dossier, qui était un dossier à la fois passionnant, mais aussi très important. Et donc, on a réussi à le faire en mois de décembre 2022, ça fait déjà 2 ans. Mais le chemin n'était pas tranquille, en fait. Le travail avait déjà commencé auparavant. Il y a eu plusieurs tentatives, dont 2 qui ont été un petit peu avortées en 2016 et 2018, parce qu'il fallait un dossier solide, surtout dans une conjoncture un petit peu particulière, parce que même quand les
les choses nous appartiennent, eh ben, parfois il faut On les essaie défendre. de, Oui, il faut de nous les défendre voler. à fond. Oui. Et il faut les défendre à fond. Il ne faut pas être dans la passivité, il faut être un petit peu dans une politique agressive, mais dans le bon sens. Défendre son produit, son patrimoine. Voilà, donc on a travaillé avec plusieurs autres, bien sûr, des cadres des ministères de la Culture, mais aussi des Affaires étrangères, des membres de la communauté scientifique, académique, le CNRPH. Donc plusieurs, on a été nombreux à travailler. J'ai été un petit peu dans la dernière ligne droite avec M. Hachi Slimane, qui est venu ici. Et donc on a travaillé sur ça et on a réussi à l'inscrire le 1er décembre. Donc maintenant, je crois que c'est le 8e ou 9e élément immatériel algérien inscrit au patrimoine culturel international au nom de l'Algérie. Très bien. Et il faut savoir aussi, donc, comme je le disais, que vous êtes professeur à l'Institut national donc, de cinéma. Qu'est-ce que vous enseignez? J'ai enseigné pendant quelques temps la lecture filmique et là je bascule sur la sémiologie de l'image. Ça c'est la sémiologie de l'image. J'ai la chance de représenter l'Algérie à l'Association internationale de sémiologie. Donc il m'était, c'était un petit peu naturel que je bascule sur ce module où je trouve beaucoup de plaisir à le faire avec des étudiants dans le cadre d'ateliers. D'ailleurs, on est le 19 mai, c'est la journée nationale de l'étudiant. Nous, on en a consacré une bonne partie hier, mais on pourrait en dire des choses sur cette journée nationale de l'étudiant qui est très importante dans notre histoire, cette date 1956, 19 mai 1956. Est-ce qu'il y a des films qui ont été... Est-ce qu'il y a assez de films peut-être, ou beaucoup, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque, par exemple, de films, cinéma, qui traitent cette période-là et spécialement ces étudiants-là? Il n'y en a pas assez, il n'y en aura jamais assez, parce que c'est une période tellement riche et c'est une thématique tellement riche qu'il en faudra des milliers, parce qu'on en a plusieurs. On peut parler de plusieurs aspects de cette période, de plusieurs personnages qui ont fait cette période. C'est jamais assez de faire des films sur la guerre de libération nationale. Bien évidemment. Déjà, le cinéma algérien a cette particularité, c'est qu'il est né au sein de la guerre de libération. Il est né au Maquis. Et il a participé, il a contribué aussi à construire l'édifice de la nation algérienne, de l'État algérien à partir de 1962. Il a eu cette mission de fondateur du mythe, l'un des fondateurs du mythe national qui nous réunit. Donc il est important d'avoir des mythes fondateurs et fédérateurs. Et le cinéma algérien en a fait partie. Il a aussi accompagné tout au long de l'histoire moderne de l'Algérie jusqu'aux périodes les plus actuelles. Et ce qu'il nous faut, c'est un autre regard sur la révolution algérienne. C'est-à-dire une nouvelle esthétique, des nouveaux récits, un discours autre que le discours documentaliste. Et on en a vu dernièrement, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, il y a eu un appel du ministère de la Culture pour financer des courts-métrages des projets et des documentaires. Et j'ai eu l'occasion, parce que je rentre de la ville de Bourg-Barès. Je voulais dire, ça c'est important, vous avez fait partie aussi du comité de visionnage, c'est comme ça qu'on appelle? J'ai été pendant 2 ans président de la commission de visionnage. Commission de visionnage. Vous en avez visionné des films? Un millier durant 2 ans. Voilà, donc, non, sérieux. Un millier de films? Un millier de films. Pendant 2 ans, vous avez visionné tous ces films-là? Oui, on est obligé de le faire avec d'autres collègues, bien sûr. Donc, quand on est passionné, vous me direz, c'est un plaisir. Oui, à un moment donné, il faut avoir un petit peu de recul. Je voulais prendre un petit peu de recul, et me reposer. Ça a duré 1 semaine parce qu'on m'a appelé sur d'autres fonctions. Donc je suis parti à la fois à des petits événements, on va dire petits entre guillemets, à Sirta Film, à Constantine. Ensuite, j'ai été à Timimoun, à Bourg-Barès, tout au long de Vous venez de rentrer de Bourg-Barès. Où il fallait aussi voir des films, les sélectionner, les discuter. Et hier, pendant 3 jours, j'ai eu cet immense plaisir de discuter avec les habitants de Bourg-Barès une 20aine de courts-métrages, et dont
d'une dizaine de bijoux, vraiment. Et j'ai découvert toute la passion qu'ont les gens de Burj Bouarij, y compris les jeunes, surtout les jeunes des lycéens. Bon, j'ai eu une très très belle surprise. J'ai découvert quelqu'un, un petit jeune, qu'on peut saluer peut-être, je vais prononcer son prénom. Il s'appelle Monsef. Il est lycéen. Il sortait du bac blanc pour venir parler de films, de cinéma, parler de sa passion, ce qu'il veut. Et franchement, j'étais ébloui par sa culture cinématographique et sa passion. Et c'est ce que vous voulez aujourd'hui quand vous parliez d'un nouveau regard, d'une nouvelle façon de faire par rapport au cinéma, par exemple, qui traite de l'histoire. C'est ça, c'est laisser les jeunes aussi s'exprimer parce qu'eux aussi, ils ont des idées. Exactement. Et ils pourraient apporter du nouveau. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait durant cet appel au film du 60e anniversaire. Je crois savoir que vous avez reçu Hajar Sabata dernièrement. Bien sûr, Hajar, je l'ai reçu plusieurs fois. Hajar Sabata qui vient d'obtenir le grand prix à Burj Bouarij grâce à son film Tayyar al-Safra. Juste avant, c'était à Montréal. À Montréal, Vue d'Afrique. Mais il y en a d'autres. Il y a Oussama Belhassin qui a réalisé un chef-d'œuvre sur une thématique plutôt rare dans le cinéma algérien qui est les essais nucléaires à Argen. Et son film est un petit bijou et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, Oussama, et puis on a eu un autre, on a Youssef Mahsès qui a réalisé pour la télé pendant le Ramadan un feuilleton, mais qui vient du cinéma. C'est d'ailleurs un étudiant de l'ISMAS, un ex-étudiant, un alumni de l'ISMAS. Il a réalisé un excellent film, un court-métrage, un petit bijou, qui s'appelle Exécution, avec l'une des figures jeune du cinéma algérien, l'un des visages du cinéma algérien jeune, Hilda Emira Deuda, qui est une excellente actrice. Tout à fait. Elle fait beaucoup parler d'elle. Elle est juste excellente. Donc c'est l'une des figures du cinéma actuel. Elle a commencé par la musique d'ailleurs. Oui, à la ville de Steph, je crois. Oui, elle chantait. Elle a une très belle voix d'ailleurs. Quand on est passionné par le cinéma, par un art, on l'est certainement sur les autres. C'est ça. Donc il y a Exécution de Mahsès, il y en a d'autres aussi, de Oussama Belhassin. Ahmed Agoun qui a fait un autre film qui s'appelle L'A'lam, dans cette série de 60e anniversaire et qui porte un regard un petit peu frais et différent sur la thématique de la révolution algérienne. Oui, mais est-ce que ça s'arrête justement au court-métrage ou est-ce qu'il y a aussi des projets de long-métrage? Parce que nous aussi, on aimerait avoir des longs-métrages qu'on pourrait aller voir déjà en salle de cinéma et puis pourquoi pas plus tard diffuser à la télévision algérienne. Comme son nom l'indique, un long-métrage, c'est un projet sur le long terme, bien sûr. Un réalisateur de long-métrage, il faut que ils le savent très bien. C'est le rêve de tout réalisateur, même ceux qui font des courts-métrages et de la série aussi. Ils savent qu'un long-métrage, c'est un travail sur 4 ans, minimum en Algérie. Minimum. Et il faut beaucoup de moyens. Contrairement au long-métrage, au court-métrage. Et il faut tout un écosystème favorable à l'éclosion de leur film. Il faut un public qui rencontre ces produits parce que c'est 2 circuits différents. Le court-métrage, c'est plutôt le circuit des festivals, des journées cinématographiques. Donc il a besoin de circuler, il n'a pas besoin de rentabilité, de voyager. Mais le long, il a besoin de rencontrer son public dans des vraies salles de cinéma, sur les plateformes. C'est peut-être aussi l'avenir du cinéma en Algérie, mais aussi, pourquoi pas, sur les écrans de télé par une politique de pré-vente ou de pré-achat. Et moi, j'aimerais beaucoup que... la télévision nationale le fait, et donc elle achète les droits pour une diffusion ultérieure des films de cinéma, mais pourquoi pas les autres chaînes aussi, c'est un petit peu dans le cahier de charge, et c'est comme ça qu'on encourage à la fois les talents du cinéma, les jeunes talents du cinéma, mais aussi mettre à la disposition du grand public, du public large, les films qu'on produit au lieu de les laisser dans les tiroirs. Très bien. Vous voulez pas venir faire une chronique avec nous au cinéma? Avec plaisir, je suis à votre disposition. On va y réfléchir, tiens, en direct. Ah ouais, ce serait génial. Alors ça, on en parlera plus tard. Mais j'aimerais aussi revenir sur votre prochaine actualité parce que vous avez un programme très chargé. J'ai pas envie de dévoiler parce qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas envie de dévoiler. Donc je vous laisse le soin d'en parler. Moi, c'est avec le temps, ça va savoir. Donc, vous reviendrez en tout cas. Avec plaisir, je reviendrai avec plaisir. Mais qu'est-ce qui est imminent? La semaine prochaine, donc je pense vers le 23-24 mai, on va annoncer les nouvelles dates, enfin les dates du festival
le Festival international du court-métrage de Timimoun. De Timimoun, ça aussi, ça va être bien. C'est le premier grand festival de cinéma dans cette région qui nous est chère à tous, le Sahara et le désert. J'aime pas parler de désert, c'est plutôt le Sahara. Mais donc, c'est une première. Et tenez, je vais vous donner une exclusivité. Ah oui, on adore. À confirmer. D'accord, allez, entre guillemets, on va dire. Il faut venir sur le site, il faut visiter les pages aussi du site. C'est le Festival international de Timimoun, le festival de Timimoun, du court-métrage de Timimoun. Première édition. Première édition. Et on a décidé dans le commissariat que cette première édition sera totalement dédiée au film africain et au cinéma africain. Donc ça sera une édition africaine. Et vous savez qu'on a une chronique dans l'émission qui s'appelle Mama Africa tous les dimanches avec Narcisse Youmbi qui lui est camerounais et qui vit en Algérie et qui à chaque fois nous parle d'un sujet de l'Afrique parce que nous sommes africains et donc on est obligé de parler de notre africanité et de l'Afrique de notre continent parce qu'on l'oublie des fois hein, mais on est africain donc on doit en parler. Et ce serait bien justement qu'on fasse quelque chose avec ce festival. Avec vous m'avez dit c'est quand déjà? On va l'annoncer. J'essaie de vous piéger. On va l'annoncer la semaine prochaine parce que je laisse un petit peu l'exclusivité aux canaux officiels. Très bien. Mais vous reviendrez, on en parlera et peut-être qu'on viendra ou on verra comment couvrir cet événement. Ou peut-être que vous-même vous jouerez le rôle de notre envoyé spécial. Aujourd'hui, il y a les moyens. Hein. On fera quelque chose par Skype ou voilà. Je serai honoré. Il n'y a plus Skype en fait. Il n'existe plus Skype. Maintenant, on a mis une autre application. Mais c'est pas grave, elle existe. On le fera. Voilà. Peut-être une application algérienne, pourquoi pas. Inch'Allah. Ben oui. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Oui. Très bien. Prochainement, donc ça sera, disons, c'est l'automne prochain, on va dire, fin d'automne prochain. Inch'Allah. Et avant ça, vous êtes sur quelque chose, sur autre chose? Sur plusieurs trucs, plusieurs choses à la fois. Donc j'espère, on est aussi avec le commissaire du Festival du Rail. On est en phase de préparer la prochaine édition. Ah, là, vous revenez à votre amour, la musique et le rail. Oui, je suis oranais à la base. De toute façon, oui, ça c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Mais en fait, c'est un rapport de toute façon. Le cinéma et la musique, c'est un rapport continu. C'est une grande histoire d'amour. Oui, bien sûr. Donc, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est de monter et de concevoir des projets culturels. C'est ça. Je suis nul en dessin, mais je pourrais, si le sujet les idées, vous en avez plein. De monter un projet sur le dessin ou sur tout ce qui est art plastique, par exemple, alors que j'en fais pas partie de manière claire. Mais donc voilà, c'est un petit peu ma passion, c'est de fédérer des gens passionnés autour d'un même objectif. Et un projet culturel. Donc Festival du Rail, c'est votre prochaine mission, vous y serez? En principe, oui, avec beaucoup d'autres, avec entre autres Amin Dahan. Oui, qui a été déjà commissaire de ce festival, directeur artistique. En fait, il a tout fait dans ce festival parce que c'est l'un des meilleurs. Donc c'est Maestro Amin Dahan. Il a été à la fois commissaire, je crois, il y a quelques années. Il a été directeur artistique, chef d'orchestre, directeur musical sur Lui aussi, il y tient à ce festival. On l'a reçu plusieurs fois à Amin Dahan et c'est quelque chose de très important pour lui, cet événement. Donc, sur les 2 dernières éditions, j'ai eu ce plaisir de travailler avec lui et avec l'ex-commissaire qui nous a quittés, c'est le chanteur Mohamed Bousmaha, qui a été un excellent commissaire durant 4 ans, durant 4 éditions. Qui nous a quittés prématurément. C'est vrai, en plus il avait une très très belle voix. Mais en tout cas, vous et Amin Dahan, vous vous ressemblez sur un point. Ça c'est clair, c'est que vous êtes tous les deux des perfectionnistes. Travail très minutieux, donc voilà, vous vous ressemblez. Ah oui, Amin, il faut bien l'aimer pour travailler avec lui. Franchement, Amin, j'ai eu ce plaisir de bosser avec lui, de travailler avec lui à la fois sur le Festival du Rail, mais aussi sur un autre projet, d'ailleurs, qui a un rapport avec le rail. On a organisé un grand concert de rail, une grande tournée de rail à l'étranger, qui a réuni 4000 Algériens de la diaspora. Oui, c'est vrai, on a vu, les images ont fait fureur sur la toile et sur les réseaux sociaux. Donc, j'étais directeur artistique de cet événement et lui, il était directeur musical. Mais comme il est perfectionniste, comme tout artiste génie, parce que moi je considère que c'est un génie de la musique rail,
il faut bien l'aimer pour lui pardonner parfois ses accès de génie et aussi parfois de fureur, mais il en faut aussi pour créer. Très bien. En tout cas, voilà, c'est passé très très vite. Waouh, ok, est-ce que le temps passe vite avec vous? Mais c'est comme ça, quand il y a un invité intéressant, ça passe trop vite. Mais heureusement que j'ai réussi déjà à l'avoir aujourd'hui. Mais allez, c'est le début. Mais il reviendra, promis, vous reviendrez la prochaine fois. Quand il y aura un sujet peut-être important par rapport au cinéma, on fera appel à vous. Et puis on réfléchira sur la chronique cinéma. Peut-être que ça vous intéresse, hein, on en parlera hors antenne. Et bien sûr, dès qu'il y a le festival de Timimoun international du court-métrage, bien sûr, on en parlera. L'essentiel, c'est que vous reviendrez. Allez-y, rapidement. En plus du festival de Timimoun, il faut parler des autres festivals aussi. Parce que ce qui nous attend de septembre au mois de décembre, c'est très intéressant. Parce qu'on va commencer avec le premier festival international de l'année. C'est le festival des Madrassen. Ah oui, on en parlera des Madrassen. On en parle chaque année. Voilà, pour enchaîner avec celui de Annaba en fin septembre, celui d'Oran, qui aura lieu fin octobre, du 30 au 5 novembre. Qui va laisser place à celui de Timimoun pour terminer avec le festival d'Alger, le FICA, en mois de décembre. Eh bien, vous reviendrez pour nous parler de tout ça, n'est-ce pas? On ne dit jamais 203, donc la première, c'est aujourd'hui, il y aura la deuxième et la troisième. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Faisal Sahbi, c'était un plaisir, franchement, de discuter avec vous de culture, de cinéma, de musique, et j'espère que vous reviendrez très vite. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres invités et d'autres chroniques. Passez une très bonne semaine. Au revoir.